Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui nous retrouvent aujourd'hui pour un nouveau live sur Welcome. C'est pour un échange avec trois professionnels du secteur sur le sujet de la préparation de la haute saison. J'ai essayé de trouver des personnes qui peuvent couvrir les différentes étapes qui peuvent être problématiques, qui peuvent être travaillées, améliorées. C'est le but d'aujourd'hui. Comme on l'a dit dans la communication avant l'événement, l'objectif c'est vraiment pas de venir pour ni donner des leçons et ni parler de stratégie ou de dans 6 mois ou dans 12 mois, mais de parler du dur qui approche. On est le 9 juin, donc je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà leur calendrier qui sont, je vous le souhaite, bien remplis, et de voir, parce qu'on va le voir, il y a des choses qui sont possibles, mais de voir qu'est-ce qu'on peut encore faire à quelques semaines de cette haute saison. Qu'est-ce qu'on peut ajuster? Alors j'ai avec moi aujourd'hui Charles de Rental Ready, Adrien de Check Easy et Jordan, gestionnaire, donc le fondateur de Kituko. Je vais les laisser se présenter, puis après on va commencer à parler du sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Je vous laisse vous présenter, messieurs. OK et ben, c'est parti. Bonjour à tous, moi je m'appelle donc Charles, je travaille pour Rental Ready. Rental Ready, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un PMS, un logiciel à destination des gestionnaires de location saisonnière. C'est un logiciel qui est né historiquement de la conciergerie Guest Ready qui opère, aujourd'hui plusieurs milliers de biens. Du coup de mon côté, bah, je dirige l'équipe commerciale, ce qui donne la chance d'échanger, on va dire, chaque semaine avec des dizaines de gestionnaires de toute taille partout, en France, mais aussi, en Europe et également, en Asie, au Brésil, aux Émirats arabes unis. Donc, je vais essayer d'apporter, on va dire, un petit retour, terrain puisque, bah, je discute, notamment chaque saison avec des gestionnaires qui font le bilan de ce qui s'est bien passé pendant leur saison ou pas. Je vais essayer de vous partager un peu ces infos, ces retours et puis, bah, des retours terrain, on va dire, concrets sur, comment, ceux qui ont réussi s'étaient bien préparés et comment, ceux qui ont moins bien réussi, auraient pu, mieux faire. Bonjour à tous, moi c'est Adrien, du coup je suis le cofondateur de CheckEasy. On a développé, un outil pour suivre l'état du logement, à distance après le passage des agents de ménage et des voyageurs. Donc ça fonctionne à travers une intelligence artificielle qu'on a développée. Le voyageur ou l'agent de ménage prend des photos en arrivant et en repartant et derrière l'IA génère un rapport qui remonte les problèmes de propreté, de dégradation, d'agencement et de présence des objets. Avant ça, j'ai géré, 57 logements en location courte durée et après ça, j'ai décidé de développer mon propre, outil qui répond, aux problématiques que j'ai eues et aujourd'hui, on a un peu plus de 2 000 logements, sur notre plateforme et je suis ravi d'être ici, pour ce webinar. Et Merci, Jordan Jordan. et Jordan Boissière, donc je dirige Kate2Co. On est une agence immobilière hybride spécialisée dans la conciergerie, la gestion locative et la transaction en Midi-Pyrénées et aux Antilles françaises. Super, merci. Donc je rebondis directement sur votre présentation à chacun. Vous avez parlé de vos contacts réguliers avec le terrain, avec ceux qui sont dans les opérations au quotidien. Jordan, tu l'es toi, encore aujourd'hui. Je voulais vous savoir, qu'est-ce que vous entendez depuis ces dernières semaines quand vous êtes, en discussion avec des gestionnaires? Hem, quels sont les sujets qui reviennent le plus souvent? Et est-ce qu'on a, un lien avec justement la préparation de cette saison? Enfin voilà, comment vous sentez les choses, en ce moment? Hem, je vais me lancer. Je pense qu'on voit Désigner le prochain. ouais, on n'a pas encore défini, de tour de table. Bah, je vais peut-être, effectivement partager mon point de vue, par rapport à ta question, Romain. Aujourd'hui, nous effectivement, on parle à beaucoup de gestionnaires qui cherchent à répondre à un certain nombre de questions avant la haute saison. Alors évidemment, plus on s'en rapproche, moins on a ces conversations puisque on en reparlera peut-être plus tard, mais effectivement le PMS a un choix, central, une place centrale dans la gestion d'une conciergerie et effectivement, est-ce que c'est légitime ou pas d'en changer juste avant la haute saison? Ça, c'est un autre sujet qu'on verra peut-être plus tard. Mais sur les démos qu'on a effectivement et les présentations qu'on a depuis, ces derniers mois, je pense que le sujet central
et on le verra aussi sur les questions suivantes, c'est comment est-ce que finalement je structure, comment est-ce que je me prépare? Et derrière ça, il y a un mot qui est clé, c'est l'information. Comment est-ce que effectivement je vais structurer mon information? Hem, c'est pas tant le sujet des réservations. J'ai pas de gens qui viennent me voir ou qui viennent me voir en septembre et qui me disent, «Ah bah, j'aurais dû avoir plus de réservations, c'est dommage». En fait, les retours qu'on voit, c'est que les gens généralement, les gestionnaires ont les réservations. Le sujet, il est pas là. Sur une saison qui se passe pas bien, c'est pas forcément dû uniquement au fait de pas avoir eu assez de réservations. On va avoir une recherche de la structuration sur l'information. Il y a plein de points évidemment, qui sont derrière, hein. Il y a, comment centraliser les infos sur les appartements, comment centraliser, bon, les spécificités sur les appartements, comment centraliser, les infos sur les ménages et bien les communiquer aux équipes sur le terrain. Même chose pour les propriétaires, les factures payées, impayées, les réponses aux avis et cetera. Donc, il y a vraiment cette notion de préparation, de structuration, et derrière, du coup, pas pour faire la rime, mais d'information. Et de toute façon, c'est quelque chose qu'on voit très souvent de notre côté quand on commence à échanger avec un gestionnaire. Toujours un besoin, très, concret, c'est centraliser et structurer. C'est vraiment les maîtres mots et je pense qu'aujourd'hui dans le métier de gestionnaire de propriété, de toute façon, ce besoin de structuration, il est hyper important. On voit comment évolue le domaine, on voit comment évoluent les acteurs et la structuration est vraiment, hyper importante. Donc pour répondre à ta question, finalement sur ce qu'on voit le plus en ce moment, effectivement, c'est ce besoin de structuration et de préparation finalement par rapport aux échéances qui arrivent. Merci. Adrien, c'est quoi toi les sujets que tu as en ce moment, ces dernières semaines? Je partage cet avis sur, comment structurer bien sa conciergerie. Nous, on est spécialisé plutôt sur la partie, comment on structure l'arrivée des voyageurs et comment on structure, le passage des agents de ménage, jusqu'à où on peut aller. Il faut bien comprendre que les agents de ménage, c'est, les yeux et les oreilles dans un appartement ou dans un logement, donc c'est vraiment eux qui passent après chaque voyageur. Donc qu'est-ce qu'on leur demande? Quelle responsabilisation on peut, demander aux agents de ménage et qu'est-ce qu'ils doivent nous remonter? Ça, c'est des points qui sont importants parce que si on travaille vraiment main dans la main avec nos agents de ménage, il y a plein de problématiques qui peuvent se passer dans les logements qui peuvent, s'effacer. Et après, il y a aussi toute la partie sur, comment on structure l'arrivée du voyageur. Est-ce qu'on de faire des états des lieux d'entrée et de sortie automatisés, c'est des choses qui se font. On sait que ça se fait beaucoup dans les locations de voitures. Est-ce que aujourd'hui, quand on loue un appartement et qu'il y a des arrivées avec, des boîtes à clés ou, des serrures connectées, est-ce qu'on peut le demander de faire un état des lieux en arrivant et en repartant aux voyageurs? Si oui, quel process on peut mettre en place? Jusqu'à où on peut aller là-dedans. Donc ça, c'est toutes ces questions-là que nos clients nous demandent, que nos prospects nous demandent aussi, et c'est les principaux points, selon moi, qui sont importants de préparer avant la saison. Parce que là où je suis d'accord avec Charles, c'est que les problématiques de réservation, c'est pas ça le principal problème en plein été. On sait que ça fonctionne plutôt bien. Là, c'est plutôt comment on fait quand justement nos réservations sont intensives et qu'il y a beaucoup de rotation durant cette période. Et Jordan, même question. Alors, toi, ça va être un petit peu différent, mais Mmh. déjà, est-ce que tu peux nous donner le nombre d'années d'activité que tu as? Ouais, nous, on est actifs depuis 2022, c'est ça? Ouais, l'année après covid et on a un petit peu plus de 80 lots aujourd'hui panachés entre la courte, la moyenne et la longue durée. Parce que du coup, ma question pour toi, elle va dépendre, enfin, elle dépend de la maturité du gestionnaire. Je pense que la première saison qu'on fait, la première haute saison qu'on fait, ou la deuxième, quatrième ou la sixième, c'est pas les mêmes. Non. Donc du coup, est-ce que tu pourrais me dire à la fois au début, quand tu as démarré, et aujourd'hui, c'est quoi le contexte à quelques semaines de la haute saison, si tu te souviens de ta première haute saison? La 1re, elle est je pense qu'elle est la même pour tout le monde, hein. Non, on est tout feu, tout flamme. On a envie de bien faire, on fonce et on sait pas dire non. Je pense la 1re grosse difficulté d'un gestionnaire, c'est de pas savoir dire non. Poser des limites tant aux propriétaires qu'aux voyageurs, à tous les niveaux. On commence à apprendre la 2e année, puis nous, c'est vraiment à partir de la 3e année, là, on va entamer notre 5e saison
On fait des nouvelles erreurs, hein. Tout le monde se rassure, on fait toujours des erreurs, elles sont juste un peu différentes. On fait des nouvelles erreurs, mais globalement, on a appris des premières et je pense que c'est exactement ce qu'ont dit Adrien et Charles, hein. Le plus important à sécuriser, c'est l'information en amont pour tout le monde et d'assurer aussi la fluidité des cycles, finalement, de transmission de l'info entre agents, d'entretien, gestionnaire de son côté, l'information qui remonte au propriétaire et puis ensuite s'assurer que le voyageur passe le meilleur séjour possible et que si derrière, en coulisses, tout le monde s'agite, pour le voyageur et le propriétaire, ça soit le plus transparent possible. C'est un des enjeux, quoi. Et maintenant, là, en juin 2026, Alors, on se l'est dit dans la préparation, mais donc du coup, je vais le ressouligner. Moi, le premier gros conseil que j'aurais donné, c'est ne faire aucun changement majeur avant sa saison. J'ai fait tout le contraire, hein, puisque j'ai changé de logiciel métier et de fournisseur juste avant, de linge, pardon, fournisseur de linge. Donc effectivement, ne pas faire de changement majeur maintenant. On attend l'été, la fin de l'été. L'autre gros point, je pense, c'est effectivement de s'assurer que on ait assez anticipé un certain nombre de sujets qui peuvent tomber de l'extérieur, qu'on se soit assuré qu'il n'y ait pas de travaux, par exemple, dans la rue, qui vont venir perturber les voyageurs. On a le cas, nous, avec un échafaudage qui est venu sur la façade de tout un immeuble. Comment on gère ça? Et c'est arrivé du jour au lendemain. On parlait juste, on sait qu'il y a des questions autour du réappoint des piscines dans les zones un peu compliquées. Donc on revient là-dessus, hein, c'est l'histoire de l'information à communiquer. Et puis derrière, le suivi, effectivement, post-séjour et les litiges. Mais ça, je sais qu'on en parle un peu après, donc je veux pas devancer la conversation. les gestionnaires, d'après vous, qui, pendant cette haute saison, la passent mieux que les autres, avec, avec moins de problématiques, à être moins dans l'urgence, d'après vous, ou en tout cas, est-ce que vous avez des exemples en tête de, qu'est-ce qu'ils ont mis en place en amont pour éviter, cette urgence, ces dernières minutes, ce rush? Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous partager, de petites choses, de choses peut-être plus complexes ou conséquentes pour, mieux passer cette période? Moi, à mon avis, en tout cas, quand j'étais, gestionnaire de biens, il y a un point qui est essentiel, c'est d'avoir une bonne équipe, de s'entourer des bonnes personnes et de faire en sorte que ces personnes travaillent dans un cadre. J'avais l'exemple, par exemple, de mes agents de ménage. J'avais certains agents de ménage qui étaient là depuis 2 ans, d'autres, qui venaient, juste pour la saison. Que ça soit le 1er type d'agent de ménage ou le second, je donnais exactement le même cadre et je demandais exactement les mêmes processus à faire. De donner un cadre à ces agents de ménage, ça va éviter que l'agent de ménage, oublie des choses et on peut on le sait tous dans la location courte durée, s'il y a des oublis, dans le ménage, bah, de suite on est impacté sur notre notation. Ça, c'est le premier point et le deuxième point, quand on structure le ménage et on fait en sorte que les agents de ménage remontent bien les problèmes dans le logement et ben, on peut cibler ce qu'il s'est passé et qui a pu casser quoi ou et donc faire fonctionner la air cover ou récupérer des cautions. Donc moi, à mon avis, un des points les plus importants, c'est de bien structurer son équipe. Structuré, tu parles, en termes de process et en termes de formation peut-être aussi? Ouais, complètement. Bah, c'est les 2 en fait, c'est structuré en termes de process, c'est hyper important. Bon, maintenant que nous on a CheckEasy, je pense que c'est un bon outil pour justement structurer tout le process des agents de ménage. Quand ils arrivent, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, tout est bien noté. Il y a un endroit pour signaler les problèmes qui remontent dans un tableau de bord, pour la conciergerie. En repartant, il y a des tâches à effectuer où on demande que certaines photos soient prises pour valider les tâches. Ça, l'idée, c'est pas de faire du flicage, c'est plutôt de libérer l'esprit des agents de ménage et qu'au moment où ils quittent le logement, ils savent pertinemment que le job a été fait et que le voyageur arrive dans un logement qui est prêt à être, qui est complètement clean et on va pas recevoir le coup de fil à 22 heures quand le voyageur arrive, qu'il manque tel ou tel point parce que, l'agent de ménage, pour sûr, a bien fait le job. J'ai une question pour Charles et pour toi, Adrien, à ce sujet-là. Je pense que Charles va aussi avoir peut-être des choses à rajouter sur cette notion de process et d'outils pour les équipes. Mais question que je me pose, c'est, encore une fois, par rapport aux échanges que vous avez avec des ou clients ou prospects,
comment vous sentez l'adoption de ces technologies par les équipes terrain? Est-ce que c'est, facile, parce que tu disais c'est pas du flicage, mais, hem, est-ce que vous avez le sentiment que faire en sorte que les équipes terrain utilisent ces outils, ils le voient comme un atout, comme un avantage, comme une aide et pas comme, quelque chose qui vient alourdir leur travail? Je vais donner mon point de vue sur ta question. Je pense que cette adoption effectivement des outils par les équipes terrain, c'est un vrai sujet. Il faut en tenir compte peut-être aussi au moment de ces recrutements. Après, on a la chance d'être en France sur un marché, qui est quand même relativement avancé d'un point de vue technologique. Juste pour la petite anecdote, moi, j'ai déjà fait des présentations, des discussions avec des gestionnaires dans d'autres pays du monde. Je pense notamment à une discussion que j'avais eue avec un gestionnaire qui était situé au Maroc et en discutant effectivement d'applications mobiles pour les agents, en lui disant voilà, ça va être automatisé, ça va être super, ils vont avoir toutes les infos. Il me dit mais ok, mais en fait, moi la question c'est comment est-ce que j'imprime ça sur une feuille papier? Parce que mes agents, je passe les chercher en voiture le matin et je les dépose tous devant les appartements avec leur feuille papier de ce qu'il faut faire et il y en a qui savent même pas lire. Donc c'est encore un contexte qui est un peu différent. Je pense qu'en France, on a la chance effectivement d'avoir une adoption technologique un peu plus élevée. Et j'ai, aussi les points, retours, les avis retours. Moi, j'ai des clients des fois qui viennent nous voir, des prospects pardon, puisque à cette étape-là, ce sont des prospects qui viennent nous voir en nous disant: «Mais ce sont nos agents terrain qui nous ont montré vos outils et qui nous ont réclamé la possibilité de les avoir». Donc ça, c'est vraiment la meilleure preuve et ça montre aussi que les agents ont besoin, tout comme les gestionnaires, de structuration et là, je vais remonter un petit peu sur ta question précédente, Romain, sur effectivement, qu'est-ce qui fait que la préparation de mai-juin va permettre de réduire, les soucis, pendant la haute saison. Bah, c'est vraiment effectivement ce process de structuration, de faire en sorte qu'on soit sûr que dans la préparation, on ait les bons agents qui soient aussi capables d'utiliser les bons outils et s'ils en sont pas capables et bah, c'est aussi des potentiellement des sessions de formation à faire avec eux, à organiser avec eux pour savoir leur expliquer comment faire. Parce qu'un agent qui utilise bien son outil sur le terrain, il va pouvoir du coup vous envoyer moins de WhatsApp, il va pouvoir, faire remonter des problèmes dans les appartements et du coup ces infos, elles seront consignées dans votre logiciel et vous allez pouvoir les traiter beaucoup plus facilement. Et en fait, en haute saison, c'est vraiment des choses qui sont hyper importantes plutôt que d'empiler urgence sur urgence, groupe WhatsApp sur groupe WhatsApp, message perdu, message répondu, pas répondu. Je pense que ça, c'est des choses qui parlent potentiellement à beaucoup de monde et juste dernier point par rapport à ça, aux choses qui font la différence effectivement sur mes juin, c'est la préparation, donc la capacité à prendre des décisions, hein, à prendre peut-être les bons outils ou les bonnes voies, en tout cas, en amont de la saison. J'ai une petite anecdote sur une personne qui avait, récemment pris, un logiciel pour une solution pour, déléguer la communication voyageur avec l'IA, et qui me partageait qu'elle avait gagné sur un mois, très rapidement, une centaine d'heures. Et c'est énorme, c'est énorme, et en fait, en haute saison, quand on est, à nouveau en urgence sur urgence, je pense que c'est un luxe de pouvoir se dire que, bah, potentiellement, on va se rajouter une centaine d'heures. Donc la communication voyageur IA, on pourra en reparler un peu plus tard si la discussion vient Ouais. là-dessus. Mais je pense qu'effectivement, pour en revenir à la question, choisir les bons outils, peut-être travailler les bons process, vérifier tout de suite où est-ce que ça pourrait bloquer, faire des tests, former les bonnes personnes, ça permet effectivement de réduire, on va dire, les urgences qui vont apparaître pendant la haute saison, même si on le sait, il y aura toujours des urgences à gérer, en juillet ou en août. Jordan, est-ce que Ouais, tu valides tout ça? je Process, je process, process? je survalide, j'abonde. Non, en plus, encore une fois, et pour le coup, dans cette industrie, il y a beaucoup de solutions qui passent par la tech, qui nécessitent de passer par la tech, mais ça, je pense que c'est vraiment le point essentiel. On a fonctionné nos 2 premiers étés avec, les photos une photo de fin de ménage qui remontait sur un groupe WhatsApp que tu perds, 3 heures plus tard parce qu'il y a eu 14 messages qui sont passés entre-temps. On s'est équipé d'un outil. Il y en a plein, hein. Enfin, il y a plein d'outils qui existent sur le marché. Des sérieux, il y en a pas mal aussi et en fait, c'est un game changer. Alors, premièrement pour les agents, parce qu'ils comprennent assez vite que ça les protège aussi, sur le fait que leurs prestations étaient de qualité et donc, bah, nous, je sais pas comment fonctionnent les autres, hein, mais quand un agent faisait mal son travail, il était pas payé. Malheureusement, voilà, quand il fallait qu'on rembourse le voyageur, on reprenait aussi, enfin, on disait à l'agent, désolé, mais je pourrais pas te payer puisque j'ai pas l'argent.
Du coup, ça les protège à ce niveau-là. Et puis, on en revient, tout le monde va croire que je pense qu'au litige, mais ça nous protège aussi dans la relation plateforme. Quand un voyageur arrive, accordons-lui le bénéfice de la bonne foi, et il trouve que, je sais pas moi, il y a eu un cheveu sur l'oreiller, bah, si vous êtes en capacité de lui prouver que 2 heures plus tôt que son arrivée, il n'y avait pas de cheveux sur l'oreiller parce que vous avez une photo horodatée et géolocalisée, vous protégez quand même quasiment 30% de chaque nuit, quoi, dans la plateforme. Donc ouais, c'est des outils qui sont pour le coup indispensables. Alors il est encore pas trop tard pour s'équiper avant la saison en plus, donc voilà. C'est le genre de changement qui vaut le coup. Et je rebondis sur, ce que tu dis, c'est 100 vrai et en fait, il y a aussi un point que j'aime bien avec, des les outils qui existent aujourd'hui, c'est que, en tout cas moi à l'époque, quand j'utilisais pas ce type d'outils, je subissais. En fait, constamment quand il y avait des problèmes, je demandais bien entendu à mes agents de ménage d'envoyer toutes les photos sur WhatsApp et cetera et la réalité c'est qu'en pleine saison, je regardais pas bien les photos, il y a des choses qui potentiellement j'aurais pu les voir et j'aurais pu, leur dire: «Attention, tu as mal fait ci, ça», mais je le faisais pas par manque de temps. Et aujourd'hui, l'idée de mettre aussi un peu d'IA derrière toutes ces prises de photos et derrière tout le rapport, c'est qu'on arrête de subir et on anticipe le problème. Donc dès qu'il y a une problématique qui est vue, après le passage d'un agent de ménage, de suite le gestionnaire, il est prévenu et l'agent de ménage peut aussi avoir la visibilité sur le rapport qui est généré en 3 minutes. Donc quand il est sur place, il peut de suite, prendre enfin, faire en sorte que tous les problèmes qui ont été remontés soient effacés et que le voyageur arrive sereinement dans le logement. Si Mmh. si vous pouviez chacun me dire une chose qui, selon vous, à 3 semaines de justement d'un début de haute saison pour beaucoup, heu, une chose qui peut être encore faite, selon vous? Une seule chose, je sais pas si je suis capable d'en ressortir qu'une seule, mais je pense qu'effectivement, il y avait effectivement tout ce boulot de préparation en amont. Aujourd'hui, hormis, vérifier qu'on a toutes ces réponses, préécrites pour pouvoir gagner du temps, notamment dans la communication voyageur, qu'on a aussi, bah, toute son équipe opération qui est à jour. Alors quand on a la chance d'avoir une équipe opération évidemment, et qui est à jour avec, les vidéos sur chaque appartement, sur chaque équipement, comment est-ce qu'on réagit si, le voyageur nous dit comment on allume ceci, comment on allume cela. Il faut vraiment qu'on ait l'info, que les équipes puissent réagir rapidement. Potentiellement bloquer des créneaux aussi, pour pouvoir, faire des tours, je sais pas, chaque vendredi après-midi pour s'assurer que tout va bien dans un certain nombre d'apparts du parc et pour éviter les urgences des entrées après sur le week-end ou sur la semaine suivante. Et après bon, je sais pas, je laisserai, Jordan, nous donner ses conseils effectivement, terrain. Je pense qu'il en a beaucoup plus que moi et Adrien aussi de par son expérience. Mais il y a des choses finalement, assez simple, enfin pas assez simple, mais à 2 semaines, des choses comme par exemple, moi je suis à Paris, je sais qu'il y a souvent des crises, de chaleur, des pics de chaleur pendant l'été et que Paris est pas une ville faite pour supporter ça. Donc c'est, bah, faire en sorte par exemple qu'on ait au moins un ventilateur dans chaque appart. Ouais. C'est des petites choses concrètes comme ça finalement qu'on tire d'une année à l'autre et Jordan en parlait au début, hein, on fait des erreurs la première année, bah, du coup d'analyser ce qui s'est passé la première année pour essayer de pas le répliquer sur l'année suivante. Ouais, moi je pense que si je devais donner un seul conseil, alors malheureusement il s'applique qu'à ceux qui ont déjà vécu au moins une saison, c'est de prendre, au moins les 3-4 plus gros irritants de la saison précédente et de s'assurer que là, on les a un peu baqués, on a une idée de la façon dont on les gérerait aujourd'hui et bah, au moins ces irritants-là, quand ils se représentent, parce que tout se représente toujours, on sait comment les gérer. On saura pas gérer les suivants, mais ceux-là, on les a prévus, quoi. Je pense que le tout a été dit, peut-être de bien se reposer aussi parce que souvent c'est assez intense et il faut être prêt pour la saison. Donc là, c'est encore le moment de souffler un peu parce que souvent ça va à toute beurzingue et ça va, mais bon, c'est souvent un bon moment aussi pour les conciergeries, hein. On fait ce job, pour vivre, ce genre de moment et si on est bien équipé, si on a les bonnes équipes et cetera, il y aura pas de problème derrière. Alors on va refaire l'exercice, mais cette fois, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire à 3 semaines de la haute saison? À quoi on ne touche surtout pas?
Ouais, je peux mettre le pied dans le plat sur le sujet du PMS en tout cas. Effectivement, c'est pas, évidemment aucune volonté de me tirer une balle dans le pied, mais il faut être réaliste aussi, changer de logiciel et ce qui est, généralement le cœur, opérationnel en tout cas de la conciergerie à 3 semaines de la haute saison, personnellement, je pense pas que ce soit une bonne idée. C'est notre approche en tout cas aussi chez Rental Ready. On a des gens qui veulent changer de PMS juste avant la saison. Quand on parle de 10, 15, 20, 25 biens, à la limite, pourquoi pas. Maintenant, évidemment, les gestionnaires de propriété avec plusieurs centaines de lots, on a déjà bloqué les créneaux sur septembre, sur octobre et il est évidemment hors de question de switcher maintenant. C'est plus sage de continuer pendant l'été et puis de faire ça au calme, après la haute saison. Alors je vais juste rebondir et t'enlever peut-être la balle du pied. Deux sous-questions. Si on n'a pas de PMS et qu'on a 5 à 10 logements, Mmh. est-ce que ton conseil reste valable? Parce que là, tu parles de changer, mais si on n'en a pas du tout, est-ce que s'équiper maintenant reste non conseillé? Et, et après, je serais curieux d'avoir l'avis de Jordan là-dessus, qui lui a fait ça, et peut-être qu'il avait de très très bonnes raisons de le faire. Pour répondre à ta question, Romain, je pense que ça dépend du profil, ça dépend de l'appétence technologique. Nous, ce qu'on observe, en tout cas, avec les différents gestionnaires avec lesquels on discute, c'est qu'il y a un schéma qui est assez clair. Quand on parle de switch, on a des gens qui travaillaient déjà avec un PMS qui viennent chez nous. C'est des gens qui sont tout de suite qui sont tout de suite dans le bain et comprennent finalement le mécanisme. Versus des profils qui, eux, n'ont pas encore d'équipement et qui, du coup, vont arriver dans un tout nouveau logiciel, un tout nouvel environnement et surtout de toute nouvelle façon de faire les choses. Et c'est pas forcément évident de se dire, OK, je vais tout changer sur toute ma façon de travailler à 2 semaines, ou 3 semaines de la haute saison. Donc, ma réponse à nouveau, ça dépend de l'appétence technologique. Si on est, un utilisateur averti de logiciels, quel que soit le domaine, pourquoi pas? Si on n'est pas trop techno, je conseillerais quand même d'attendre, après la saison. Jordan, alors tu as le droit de donner quand même un conseil Ouais. hors PMS. Je suis curieux d'avoir ton retour là-dessus, toi qui l'as fait. Est-ce qu'il y a des cas particuliers qui font que oui, même si c'est la haute saison, ça peut valoir le coup? Tout à fait. Bah, nous, on a dû le vivre, sous la pression, du coup, de notre caisse de garantie, parce qu'on a une carte G. Donc notre caisse de garantie nous a pas trop laissé le choix, en nous disant, grosso modo: «À tel horizon, vous devez être capable de présenter une comptabilité fiable», donc ça nécessitait de changer d'outil de compta et donc qui dit changement d'outil de compta dit que, puisque notre PMS travaillait pas en API ouverte, de changer de PMS également. Donc on l'a vécu, sur, fin de saison et finalement le cœur de saison pour nous, puisqu'à Toulouse, la haute saison, elle va jusque quasiment mi-octobre, hein, voire fin octobre, parce que c'est beaucoup d'étudiants en relogement, tout ça. Donc ça a été, c'est un chantier que je recommanderais pas. Effectivement, j'abonde sur ce que disait Charles. C'est pas le chantier le plus intelligent à mener sur une période où on est déjà très sollicité, même si on est à l'aise avec la tech. C'est pas le chantier idéal. Donc effectivement, ce serait pas celui à mener. Peut-être que s'équiper serait pertinent si on l'est pas. À mon avis, ça fait pas obstacle à ça, mais ça nécessite aussi d'avoir le temps de pouvoir se poser, prendre du temps, s'acclimater à l'outil, et donc c'est pas forcément la meilleure période. Quand on a une saisonnalité forte l'été et que l'hiver c'est plus calme, bah autant le faire tranquille au coin du feu, quoi. Et du coup, moi, pour le conseil de ce qu'il y a à ne pas faire, au-delà de changer de PMS, ce serait aussi, c'est pas le moment du tout de s'engueuler avec la moitié de son équipe de ménage. C'est, au contraire le moment où, ça veut pas dire on laisse tout passer, hein, pas du tout, mais, on arrondit bien les angles, on fait un barbecue avec tout le monde au début, histoire de se booster, on se serre les coudes et on règle les comptes s'il y a des comptes à régler, mais en septembre. Adrien, quelque chose à rajouter là-dessus? Moi, je suis pas 100 d'accord, avec, Charles et Jordan sur le fait que si t'es pas équipé, il faut attendre pour s'équiper. Ou du moins si t'es pas hyper à l'aise avec la technologie, il faut peut-être pas y aller de suite. Moi, je pense qu'aujourd'hui les outils qui existent, c'est quand même assez incroyable le temps que ça fait gagner aux gens. Il reste 3 semaines, c'est largement assez pour comprendre les outils les PMS, qui existent ou les outils, que qu'il y a sur le marché. Il faut pour le coup, se mettre vraiment un coup de collier et puis y aller parce que ça va changer littéralement la vie des gens, et des gestionnaires de biens. Donc moi, je conseille plutôt de se forcer et c'est pas du tout le même job quand on est bien équipé VS,
rien du tout, quoi. Et après, je partage à fond l'avis de Jordan. Je pense que même si l'équipe de ménage, elle est bien, mais elle est pas extraordinaire, faut pas chercher à vouloir la changer maintenant. Faut mieux plutôt, trouver des solutions et des process à mettre en place pour leur faire gagner, en qualité. Mais oui, ne pas changer d'équipe, de ménage et de pas changer non plus, tout ce qui est linge et cetera, c'est important de pas le faire maintenant. Il y a d'autres moments pour ça. OK, super. Hem, on va changer de sujet qui est apparemment, un sujet que Jordan affectionne pas mal, les litiges. Et Adrien, tu es, l'homme de la situation, sur le sujet. On a parlé beaucoup d'anticipation avant la saison et cetera, mais il y a le après saison et après séjour et notamment les litiges, généralement, on les découvre, à ce moment-là, lorsque le personnel des ménages passe, parce que comme tu disais, c'est un peu les yeux de la conciergerie. Est-ce que tu encore une fois dans l'idée de peut-être faire des personnes qui nous regardent ou qui vont revoir le webinaire se disent: «Ah mais oui, effectivement, ça c'est pas bête, peut-être que je pourrais faire attention à ça». Dans les litiges les plus récurrents, enfin, je sais pas déjà quels sont les litiges les plus récurrents que tu vois passer, mais c'est quoi est-ce qu'il y a quelque chose de commun? Est-ce qu'il y a une chose, qui clairement, aurait pu être mise en place pour les éviter, par exemple? Il y a plusieurs choses qui existent. Déjà la 1re chose qu'il faut savoir, c'est que quand on veut faire marcher une air cover, ou on est en procédure un peu poussée, pour récupérer des cautions, il faut des photos avant, après. Souvent, on a la photo de après, mais on n'a pas la photo de avant. Et ça, du coup, on part toujours dans des négos pas possibles avec Airbnb pour qu'ils comprennent que oui, on n'a pas la bonne photo au bon moment, mais on dit la vérité. Et puis, souvent, finalement les voyageurs ont gain de cause, via Airbnb. Donc de se couvrir avec des photos avant, c'est hyper important. Nous, ce qu'on a fait, c'est pas un système de photos avant, mais c'est juste de valider que les photos de référence sont identiques, au logement, au moment où ils arrivent dans le logement. Donc ils disent que la pièce est conforme aux photos de référence, et ça permet de certifier, ou de récupérer une air cover. Donc ça, c'est un premier point, c'est, de demander des photos à l'entrée ou de faire valider des photos au moment de l'arrivée d'un voyageur. Et le deuxième point, c'est que, il y a beaucoup de litiges qu'on aurait pu éviter si l'agent de ménage signalait le problème au moment où il l'a vu. On sait qu'un agent de ménage, il a plein de ménage à faire un samedi, par exemple, il va faire, 4-5 logements. Il est dans le rush, il se dit toujours que: «Ah non, mais je vais envoyer dans le WhatsApp au moment où j'arrive chez moi, je serai plus tranquille» et cetera. Ça, c'est la pire erreur. Et il y a beaucoup de fois où je me suis, pris la tête avec, des agents de ménage qui m'ont dit: «Mais oui, mais je l'ai vu, mais j'ai oublié de te le dire, et de l'envoyer au moment où je suis rentré». Bah ouais, mais en fait, si tu me préviens, enfin, si moi je le vois 2 semaines après que je t'en parle et que tu me dis: «Oui, mais c'était pas le client là, c'était il y a 2 clients qui a eu ça», bah, en fait, c'est trop tard pour moi et derrière, je l'ai dans le baba. Donc, de pousser l'agent de ménage à signaler au moment où il voit le problème, c'est hyper important. Et ça, faut vraiment, éduquer l'agent de ménage là-dessus. Ouais, du coup, moi, j'abonde là-dessus, hein, sur le fait que c'est indispensable d'avoir le plus d'éléments possible. Et donc, même si je sais, tout le monde a une organisation un peu différente, avec des agents avec du temps, etc. Mais c'est important qu'en tant que gestionnaire, soi-même ou son équipe dédiée à ça repasse aussi régulièrement faire des contrôles. Alors, non seulement de la qualité du ménage, mais aussi et surtout de l'état des lieux, parce que l'équipe de ménage, moi je l'explique souvent comme ça, mais son rôle, c'est non seulement de faire le ménage, déjà pas rien des fois, mais aussi de s'assurer qu'il y ait pas un gros trou dans les murs ou que la télé ait été volée, mais pas de compter le nombre de petites cuillères. Et donc c'est plutôt le rôle du gestionnaire ou de ses équipes d'aller, checker ça, aussi pour permettre derrière le bon suivi des litiges, la refacturation le cas échéant, soit via Aircover, soit, via les dépôts de garantie. Et ça, c'est un point aussi à préparer un peu en amont, et j'invite vraiment tous les gestionnaires à le faire. Alors ceux qui travaillent avec, des plateformes autres que Airbnb, ils sont habitués parce que tu es obligé de prendre un dépôt de garantie à part ou une assurance. Mais même si on travaille avec Airbnb, c'est de vérifier aussi avant la saison les dernières conditions à jour d'Aircover pour savoir ce qui est couvert et ce qui est pas couvert. Combien on voit de gestionnaires arriver, je sais pas moi, fin août, se plaindre et dire:
Ils m'ont pas remboursé mes draps. Bah oui, si tu avais lu, c'était écrit depuis le début. Donc en fait, c'est aussi ça. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, hein. Il faut faire ces vérifications en amont là. C'est essentiel. Charles, quelque chose, Non, pas grand-chose à ajouter. Je pense que Adrien et Jordan ont bien résumé la situation. Vraiment, ça revient à un maître mot, celui que j'ai déjà utilisé tout à l'heure, hein, c'est le manque d'information. Moi, je trouve que tous les litiges importants, qu'on voit passer chez nos clients ou de notre côté, ça commence par un manque d'information. C'est effectivement, des consignes qui sont pas forcément comprises par un voyageur. C'est un prestataire qui a pas reçu assez d'infos, comme le disait Adrien, sur l'échange avec les agents terrain. Jordan en a parlé aussi. Vraiment l'info, avoir cette capacité. En plus, aujourd'hui, il y a vraiment plein d'outils qui permettent hyper facilement d'auditer finalement la propriété, que ce soit à travers les avis qui sont laissés par les voyageurs, que ce soit à travers les infos qui sont laissées par les agents. Il y a plein d'outils qui permettent de centraliser tout ça, qui permettent de suivre tout ça aussi, d'avoir une équipe opération qui peut, suivre les réparations, on est au courant de ce qui est sensible ou pas, les facturations. Donc vraiment ce cheminement de l'info, je pense que c'est tout ça qui rend hyper important et qui vient éviter les litiges. Enfin, qui vient Et réduire, pardon, parce qu'éviter, c'est difficile. Non, non, pardon, j'allais rajouter un truc, parce on n'est pas dans un monde de bisounours, donc il y a aussi des situations où, alors je sais qu'on est beaucoup à travailler sur les résidences principales des propriétaires. Nous, il arrive aussi, tu vois, qu'il y ait des propriétaires qui, sans aucune mauvaise foi, hein, arrivent en fin d'été en disant: «Ah oui, mais il y avait un vase Ming, dans telle pièce, il est plus là». C'est aussi pour ça qu'il faut s'équiper d'outils comme CheckEasy, comme d'autres. Nous, on travaille avec un outil qui s'appelle Breezeway, mais en fait, qui permettent de se couvrir pour dire: «Bah, quand je suis arrivé dans la maison, il y avait pas de vase Ming, il était pas là». Il y a pas que les voyageurs qui peuvent être filous, il faut aussi se couvrir de tous les côtés. Ça veut pas dire se méfier de tout le monde, hein, mais ça veut dire simplement prévoir les situations pour être, équipé en cas de problème face aux plateformes, face aux locataires, mais aussi face aux propriétaires. je voulais juste ajouter, nous, la plupart de nos clients, ils étaient assez hésitants sur le fait de faire des états des lieux d'entrée, et de sortie par les voyageurs via un logiciel, parce que, dans le secteur de la location courte durée, quand on loue un appartement, on n'a pas l'habitude de le faire. Moi, je sais que quand j'étais petit, je me souviens qu'on allait au ski, il y avait le fameux, papier où il fallait tout remplir et cetera et cetera. Depuis Airbnb, tout ça, ça s'est effacé, sauf que, bah, on se rend compte que le nombre de litiges, il fait que de grimper et c'est du fait que, bah, les voyageurs sont pas hyper bien responsabilisés, que, il y a beaucoup de rotation dans un logement et qu'on manque de preuves photos et donc le fait de demander à un voyageur de faire un état des lieux en arrivant, donc de lui demander, si toutes les pièces sont conformes et en repartant, de reprendre les photos des différentes pièces, de valider les différentes tâches, que qu'on lui demande de faire. Typiquement, de vider les poubelles, d'enlever les draps, enfin chacun, est libre de demander ce qu'il veut. Et ben, en fait, ça responsabilise énormément les voyageurs et tous nos clients vous le diront, on n'a jamais de mauvais retour d'un voyageur. En fait, de plus en plus, le voyageur est prêt à faire ça. Je pense que le secteur automobile a fait découvrir ce qu'était un état des lieux d'entrée et de sortie avec des photos en toute autonomie. Je pense notamment à Getaround pour ceux qui ont déjà fait de la location de voiture. Et c'est complètement OK de faire ça. Faut pas avoir peur de demander à un voyageur, ce type d'acte parce que pour lui aussi, il est content parce qu'il sait qu'il est couvert et que derrière, s'il y a un problème, il pourra aussi se défendre. je vais revenir un petit peu, en arrière sur quelque chose que je disais Jordan tout à l'heure. Alors je sais pas si tu recrutes, en ce moment chez Ketuko, si c'est trop tard, ton équipe est déjà pleine, mais les gens qui nous écoutent auront compris, vous avez des barbecues, Ouais. en ce moment, vous avez peut-être des spas aussi, pour être, vraiment bien avant la saison et du coup, pleine saison, c'est le rush, même si on est, hyper préparé et cetera, on est hyper sollicité, on a peu de temps, à consacrer à chaque interlocuteur. On a 2 cl enfin, on a 2 clients, qui sont le voyageur et le propriétaire et on a son équipe, en plus à gérer. Comment, comment toi, Jordan, tu te prépares, chez Kituko? Concrètement, en ce moment, c'est quoi que tu fais? Alors sans dévoiler des secrets de fabrication interne, mais, voilà, est-ce que tu peux nous donner un peu une idée de au-delà du quotidien? Puisqu'on parle de la haute saison, mais j'imagine que tu as déjà aussi des séjours là tout de suite.
Mmh. Mais voilà, qu'est-ce que tu mets en place en ce moment pour anticiper ce peu de disponibilité que tu auras plus tard, pour que tout se Ouais. passe bien et que les voyageurs soient satisfaits? Alors, on retombe sur ce que disait Charles tout à l'heure, mais du coup dans un autre registre, c'est l'information, hein. Toujours pareil en amont, et c'est la communication. Donc nous, on essaye d'être. Alors, premièrement, c'est aussi un tout, c'est-à-dire que on a pris le parti depuis le début de dire on paye, je l'assume, assez cher nos agents. On paye plus cher globalement que la moyenne de nos concurrents, pour une raison très simple, parce qu'on est très chiant et exigeant sur la qualité. Donc on se dit, bah, on va avoir une indemnisation finalement de l'activité qui est en rapport. C'est déjà un point. La deuxième truc, c'est tout un politique RH, on peut appeler ça comme ça, tu vois. C'est un truc anecdotique, hein, mais le barbecue en est un exemple, l'accès à des facilités de réservation quand ils veulent voyager, des choses comme ça, tout ça. On n'a pas de baby-foot dans l'open space, mais ça serait un peu l'esprit, hein, côté un peu start-up. Ça, pour moi, c'est accessoire. L'autre élément, c'est vraiment et surtout la communication. Nous, on fait un point cet hiver avec tout le monde autour globalement de la galette des rois pour déjà recréer du lien avec tout le monde, se partager finalement le bilan de l'année dernière, de l'année écoulée, et puis les objectifs d'année suivante. L'idée, c'est de regarder même les partenaires qui sont indépendants et qui sont des prestataires, hein, finalement, comme des membres d'une équipe, et de les impliquer et en fait de se donner les caps, de donner la stratégie, voilà comment ça se passe. On refait généralement un petit café, un petit déj tous ensemble au printemps, et vraiment un vrai barbecue avant saison. Et là, nous, on partage direction avec tout le monde, bah, les chiffres globalement, voilà combien on va accueillir de personnes cet été. On se donne un peu c'est pas bien de le dire, mais c'est pas enregistré, donc ça va, les palmarès de nationalité qu'on attend le plus, parce que ça a un impact sur les exigences clients quelquefois. Et puis on se partage tout ça et on se dit les choses très franchement sur les sujets à démêler. Et puis après on assume le fait de se dire bah voilà, on se revoit en septembre, quoi. On rentre dans le tunnel tous ensemble et puis le jour où on commencera à voir la lumière, on fera le point sur ce qui a marché, ce qui a pas marché. Mais pour moi, c'est ça la clé. C'est du coup, avant les histoires de baby-foot, avant les histoires de rémunération, même si elles sont importantes, c'est vraiment l'information et de montrer que ils sont, comment dire, je sais pas comment le dire sans être trivial, mais que les agents sont pas une variable d'ajustement. Ils sont le rouage essentiel de l'activité et ils doivent être associés à l'activité. Alors, bien sûr, ils vont pas décider de la stratégie de votre boîte du jour au lendemain, mais le fait qu'ils la connaissent, ils la partagent, en plus de ça, ça en fait aussi des ambassadeurs. Nous, c'est arrivé à très nombreuses reprises que nos agents nous ramènent des clients euh, propriétaires. Enfin voilà, c'est aussi ça, c'est vraiment de créer un écosystème vertueux autour de soi. Et ça, c'est une question d'abord et avant tout d'état d'esprit et de positionnement. Et ça coûte pas cher. Une question complémentaire là-dessus, tu disais qu'ils sont impliqués, dans l'entreprise, et cetera. Est-ce qu'ils sont objectivés aussi sur, les notes ou les retours voyageurs, par exemple? Ouais, on l'a mis en place depuis un an. Avant, on n'avait pas d'outil en fait qui permettait de le faire simplement. Depuis un an, on a un outil qui nous permet de bien suivre en fait le nombre de remontées. Et donc, s'il y a une absence de signalement de problème sur un certain nombre de ménages, on a une petite valorisation qui permet de faire ça. C'est pas le moteur principal, mais c'est plutôt une reconnaissance du travail. Hem, Moi, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Jordan, je suis 100 d'accord sur le dernier point et qui est plutôt positif s'il a un outil qui lui permet de faire ça. C'est comment on fait en sorte de dire aux agents de ménage qu'ils ont bien fait le job, pour, l'expérience moi que j'avais en tant que gestionnaire de biens. La plupart du temps, quand je leur parlais, c'était surtout enfin, quand je leur parlais, je leur parlais pas que pour ça, mais j'avais l'impression d'être tout le temps très négatif sur leur boulot, alors que la plupart du temps, le travail est bien fait. Et je trouve que c'est génial si Jordan y a trouvé un outil justement qui permet de valoriser aussi le travail des agents de ménage, parce que c'est effectivement eux le premier maillon dans une conciergerie, et de valoriser le travail, bien fait, ça permet aussi de les garder, plus longtemps et de les impliquer toujours un peu plus. Hem Ensuite, pour répondre, à ta question, je pense que c'est important dès l'arrivée du voyageur, de prendre son pouls, de savoir s'il est satisfait, savoir si, tout est bon pour lui. Parce qu'on se rend en tout cas, ce que je me rendais compte, quand j'étais gestionnaire, c'est que quand un voyageur est mécontent, il le dit très vite et on a le temps pour récupérer, et se faire «pardonner» entre guillemets, et trouver les solutions pour qu'il passe un bon séjour et que finalement à la fin,
ils soient contents, ils mettent la bonne note et que, on reste dans une, heu, dans des notes, assez élevées, ce qui nous permet de continuer à avoir, toujours, plus de clients. Donc voilà, dès l'arrivée d'un voyageur, de savoir s'il est satisfait et s'il est pas satisfait, de savoir pourquoi et de trouver la solution, c'est pour moi une des bonnes solutions pour, permettre d'avoir des bonnes relations avec, nos voyageurs. Charles, je sais que tu as parlé tout à l'heure, enfin au tout début, tu parlais de Ouais. communication voyageur avec IA. Ouais, alors il y a 2 sujets un peu, contradictoires que je m'apprête à donner. Le premier, c'est de rebondir sur les propos de Jordan sur, la relation avec les agents. Je pense que le métier de gestionnaire de propriété reste un métier, profondément humain et on parle beaucoup d'outils d'automatisation, d'IA et cetera, mais il faut pas oublier effectivement que malgré tout, tout ça n'est qu'une histoire d'humain, de faire en sorte que, on organise finalement, comme il se doit la réception de voyageurs, dans des propriétés que personne n'a souhaité mettre à disposition, alors pour des raisons financières ou pas et que, c'est des humains aussi qui vont aller faire le ménage et qu'en fait, le gestionnaire lui, généralement il a qu'un souhait, c'est faire plaisir à tout le monde, que le séjour se passe hyper bien et si les gens faisaient ça que pour gagner de l'argent, je pense que le métier irait pas beaucoup, plus loin. Enfin, il y aurait pas tant de monde que ça dans l'industrie. Hem Et en plus, sur ce côté humain pour les agents, bah, il faut pas oublier aussi que c'est généralement les agents qui vous sauvent la mise, pendant la haute saison, quand il y a des galères, quand il y a des missions extra à faire et que si la relation elle est tendue avec eux, que vous en prenez pas soin et ben, quand vous aurez besoin d'eux pour un petit surplus, et ben, ils seront pas là. Donc effectivement, c'est bien d'en prendre soin. Donc je suis totalement aligné avec ce que disait Jordan. Hem Par rapport à la communication voyageur, pour revenir sur ta question Romain, il faut qu'il y ait évidemment aussi un peu d'humain. Alors c'est là où je disais que ça allait être très contradictoire ce que j'allais annoncer parce que finalement il y a l'IA qui fait une très grande arrivée dans la communication voyageur. Là où je rejoins Adrien tout d'abord, c'est que finalement, un voyageur, il va vous pardonner s'il y a un petit truc qui va pas, il va vous pardonner. Par contre, si vous répondez pas à ses messages, à ses sollicitations, que vous cherchez pas à répondre aux problèmes, là, il vous pardonnera pas et la note effectivement peut être salée. Donc je pense que pour avoir de bonnes notes, le secret, ça reste quand même le réactivité et peut-être aussi la réactivité pardon et peut-être aussi le petit supplément d'âme qu'on peut y mettre parfois. On voit qu'il y a des gens qui sont des gestionnaires qui sont hyper investis et qui font tout pour donner le petit service en plus. Maintenant, bon, c'est pas toujours possible en haute saison quand on a plein de voyageurs à gérer. Ce côté IA, il est, je pense, hyper important aujourd'hui. L'IA, elle est capable de gérer au moins 80 de la communication voyageur sur les sujets qui sont hyper redondants. C'est quoi le code Wi-Fi, les infos de check-in, vraiment toutes les infos, dont tu as pas besoin d'avoir un humain derrière l'ordinateur. L'IA est capable de le faire et ça laisse à l'humain justement ce côté, plus de temps pour pouvoir se consacrer sur les tâches peut-être à plus grande valeur ajoutée et passer plus de temps là où c'est nécessaire. Donc ça permet évidemment d'avoir une meilleure note à la fin du séjour. Après évidemment, il y a d'autres choses qui sont, assez simples. Là encore, la technologie vous permet aujourd'hui de détecter comment se passe un séjour. On a des indicateurs sur est-ce que tout va bien, est-ce que ça a été répondu à temps et cetera et ça donne des indicateurs sur savoir qui relancer, qui ne pas relancer. Ça permet aussi à la fin du séjour de se dire: potentiellement, je vais envoyer un message pour obtenir une note à cette personne parce qu'elle m'a pas laissé de note, mais je vais pas le faire avec ce voyageur parce que j'ai bien compris que de toute façon, ça s'était pas très bien passé, donc ça fait pas de sens de se tirer une balle dans le pied. Ça peut paraître un peu bête, hein, comme façon de réfléchir, mais moi, je le vois en présentation. On a plein de gens qui nous disent: «Mais c'est génial de pouvoir relancer que les gens avec qui ça s'est bien passé», parce qu'effectivement, des fois, on se tire une balle dans le pied, on se retrouve avec un commentaire qu'on a sollicité alors qu'on savait que ça s'était pas très bien passé, mais juste on n'avait pas fait gaffe. Ça, je pense que c'est des choses qui sont à dispo aujourd'hui et puis Adrien a parlé aussi effectivement de prendre soin des voyageurs quand ils sont arrivés. Des retours qu'on a, on voit notamment dans les conciergeries qui gèrent des biens haut de gamme, les gestionnaires prennent le temps d'appeler les voyageurs, par exemple, le lendemain après l'arrivée pour savoir si tout s'est bien passé. Aujourd'hui, il y a des outils qui vous permettent voilà, d'avoir des rappels pour savoir qui appeler, chaque matin en fonction des check-ins. Je pense que ça, c'est des petites attentions effectivement qui font qu'on prend soin de sa note et qu'on n'a pas de mauvaises surprises à la fin, en septembre en se mangeant des, 1 étoile sur 5 alors qu'on pensait que tout s'était très bien passé. Jordan, j'ai une petite question pour toi par rapport à cette communication voyageur. Aujourd'hui, tu dirais que quelle proportion des sollicitations voyageurs que tu as
pourraient être couvertes potentiellement par de l'IA ou, ce sont des questions, tu sais, des infos qui sont dans les livrets d'accueil, les basiques, on va dire? Ouais. Non, c'est très très intéressant que tu poses la question parce qu'on travaille la réorganisation, notre équipe support client, etc. à la rentrée et justement je suis en train de faire le travail d'inventaire. Donc j'ai passé en revue l'année qui s'est écoulée là depuis septembre, grosso modo jusqu'à ce mois-ci, et de ce que l'IA du coup a analysé. Pour le moment, on est à plus de 50% des interactions qui sont, comme le résumait Charles, sans grande valeur ajoutée. Alors, je dis pas que la relation voyageur est une grande valeur ajoutée et elle est importante à préserver. Notre métier, c'est de l'humain avant tout. Mais répéter le code Wi-Fi ou que les serviettes sont fournies, ça n'a d'intérêt pour absolument personne. Donc l'IA le fait très bien en plus. Et nous, c'est quelque chose qu'on a commencé à implémenter depuis l'été dernier avec, pour l'instant, des réponses préparées par l'IA, mais c'est quand même un humain qui appuie sur le bouton à la fin et qu'on va maintenant intensifier avec de l'autopilote. Et l'IA répondra toute seule sur un certain nombre de sujets. Et l'effet corollaire que j'ai remarqué, c'est que depuis qu'on fait ça et que l'IA prépare certaines réponses, on a augmenté la satisfaction des gens parce qu'en fait, on leur parle mieux. Et moi, je le mesure très simplement, c'est qu'effectivement, moi, quelqu'un qui m'a demandé pour la 14e fois de la journée, est-ce que les serviettes sont fournies? À la fin, je réponds oui. L'IA répondra toujours bonjour. Merci pour votre question, c'est un plaisir de pouvoir y répondre. Bien sûr, les serviettes sont fournies, passez un bon séjour. Et les gens se sentent reconnus, valorisés, et donc ouais, je pense qu'aujourd'hui, alors je veux pas faire de mon cas une généralité, mais je pense qu'on n'est pas loin d'une interaction sur 2, voire sur 3, qui peuvent être couvertes par une intelligence artificielle, ou alors par des voyageurs qui liraient davantage les annonces, mais ça c'est autre chose. C'est un autre Il enjeu. y a plus d'espoir avec l'IA. Ouais, je pense aussi. Mais l'orthographe aussi, pour rejoindre ce que disait Jordan, il y a effectivement le fait parfois d'être fatigué, de mal écrire, mais il y a aussi des équipes, malheureusement, c'est une réalité aujourd'hui, hein, qui font beaucoup de fautes d'orthographe et l'IA, est assez forte là-dedans. Ça réduit, drastiquement le taux d'erreur et les fautes d'orthographe. Ouais. Et l'IA offre un truc aussi incroyable, moi, que je mesurais pas, mais c'est la possibilité d'écrire aux gens dans leur langue. Et ça, c'est très apprécié. Nous, par défaut, si c'est pas du français, ce sera de l'anglais. Et il y a certaines nationalités qui n'apprécient pas ça du tout. Je prends un exemple, les Espagnols qui apprécient qu'on leur réponde dans leur langue. Bah, l'IA te permettant ça, effectivement, on gagne beaucoup de points avec eux. OK. Effectivement, moi, moi, j'ai fait 3 ans de conciergerie, donc forcément, Mm. et tous ces exemples résonnent aussi et hem, tu parlais de questions, du code Wi-Fi ou des questions qui se répètent sans arrêt, toute la journée. Je pense surtout, moi, à partir de 18h jusqu'au lendemain matin, parce qu'autant la journée, même si c'est la haute saison et cetera, où ça fait partie du job. Par contre, pouvoir répondre à un voyageur sur une question basique, le soir, la nuit, je pense que pour le coup, vraiment, c'est imparable. Le Mm. voyageur est content. Il a pas, même si c'est une IA ou qui sait que c'est une IA, le plus important, c'est qu'il ait eu sa réponse. Donc, je pense que c'est vraiment crucial. Peut-être juste pour te laisser, quelques secondes pour, retrouver le sujet romain, je veux juste rebondir sur ce que tu venais de dire. Ça me rappelle une interaction qu'on a vu passer chez l'un de nos clients, d'un voyageur effectivement qui a répondu de manière très cash, en disant, je sais pas si c'est de l'IA ou pas, mais je m'en fous. C'était vraiment exceptionnel. Vous avez été hyper réactif. J'ai passé un super séjour. Donc IA ou pas, bravo à vous. Je recommande et évidemment c'était un 5 étoiles. Et c'était très drôle de voir qu'on arrive à un point où effectivement les gens se disent mais en fait c'est pas grave que ce soit de l'IA ou pas, je m'en fiche. Ouais. Moi, ce qui m'importe, c'est que le séjour était bon. Du coup, on en vient aussi à un autre point derrière, c'est que c'est aussi apporter une expérience aux voyageurs. L'IA aujourd'hui, c'est pas juste un chatbot, qui va, dire le code Wi-Fi, c'est, les clés de je ne sais quoi 2012. L'IA, c'est, être capable de dire: «Bah, vous venez d'arriver à l'aéroport, bah, pour venir à la propriété, il faut prendre tel bus et ensuite, tel métro et ensuite, c'est, sur votre droite». C'est aussi la capacité à faire de l'upselling. C'est proposer tout un environnement qui va permettre aussi aux voyageurs d'avoir toutes ces réponses et pas juste le code Wi-Fi, faire en sorte qu'ils passent un très bon voyage et je trouve que ce ne sont que des choses positives pour la conciergerie. Merci, ça y est, ça m'est revenu. Voilà. Donc effectivement, non, la deuxième chose qui avait résonné en moi par rapport à l'époque où j'avais une conciergerie aussi, c'est que, hem, l
je pense que c'est la même problématique que des commerçants. Nous, on gère des dizaines, enfin, on gère plein de voyageurs différents. Et effectivement, la vraie difficulté, c'est de toujours traiter chaque voyageur comme si c'était la première fois qu'on nous posait la question. Et ça, c'est très, très dur. Alors moi, j'ai trouvé ça très, très compliqué d'arriver à garder le même niveau de service, le même niveau, la même patience pour chaque voyageur. Et c'est vrai que malheureusement, celui qui passe pour le quatrième, le 10e sur un sujet identique, il aura peut-être pas la même attention que le premier. Et ça, Ouais. c'est pour le coup, c'est vrai que bah voilà, l'IA va à chaque fois dire bonjour, faire les formules de politesse, etc. Et je pense que c'est vraiment apprécié parce qu'on s'en rend pas compte. C'est comme quand on va, je sais pas, dans un commerce, une boulangerie à 19h, avant la fermeture, je pense qu'ils auront pas la même fraîcheur que le matin. C'est vraiment pas évident. On avait une question de Nicolas, pour toi Jordan, alors qui est assez large, donc je sais pas, je te Ouais. laisse répondre comme tu veux, mais qui, voulait te demander: qu'est-ce qui te prend le plus de temps aujourd'hui chez, Kitoko? Ouais, pour le coup, c'est À très, part les très, très, très barbecues. large, hein, à part les barbecues. Hem, je, je vais répondre du coup à l'échelle plutôt des équipes qui sont sur le terrain, puisqu'on est plutôt sur ce sujet-là. Si je réponds moi, c'est la compta, mais pour les équipes terrain, je pense que ce qui va prendre le plus de temps, c'est la question du suivi, et donc on reboucle avec les intérêts des solutions tech, hein, c'est le suivi des litiges. Les interactions ping-pong avec les plateformes, notamment, les voyageurs qui contestent et qui disent non, mais quand je suis arrivé, il y avait déjà un gros trou dans le mur. Ah oui, bien sûr. Voilà, ce suivi-là, qui pour le coup peut pas être couvert par l'IA, hein, parce que malheureusement on n'est pas encore à ce niveau-là de capacité d'automatiser, je veux dire. Donc c'est un vrai sujet qui prend beaucoup de temps, qui doit rester éminemment humain, sur lequel les outils nous préparent, etc. Mais qui quand même vont prendre du temps. Je pense que ça dépendra aussi de la réalité de chacun et de son marché. Nous, marché essentiellement urbain, effectivement, le litige fait partie du cœur de l'activité, quoi. C'est des gens qui vont porter le pet parce que il y a, je sais pas moi, un bruit dans la rue. Bah, c'est quotidien. Enfin, voilà. Donc il faut aussi savoir les gérer et se processer sans paraître inhumain, mais quand même de garder un cadre. C'est essentiel. Ça nous prend beaucoup de temps. Tu as un avis là-dessus, Adrien, sur le côté, gestion des litiges, ce que l'IA peut aider à faire là-dessus? Hem, c'est clair que ça prend énormément de temps. Je vois de quoi parle Jordan et c'est rébarbatif un peu. En tout cas, nous, ce qu'on a pour parler de ce qu'on a juste développé, très rapidement, l'intérêt de ça, de CheckEasy, c'est qu'à la fin, tu finis avec un PDF où tu as les photos avant, après qui sont eurotatées, géolocalisées. Tu as le moment du signalement par l'agent de ménage, et cetera. Et donc ce document PDF fait gagner beaucoup de temps à nos clients, parce que, bah, il y a vraiment toutes les preuves dessus. Et en plus de ça, enfin, quand tu as toutes les preuves, le client, il a quand même du mal à dire que c'est faux, quoi. Donc, c'est vraiment l'intérêt. Et je pense que c'est une bonne solution Mmh. pour essayer de traiter rapidement les litiges. Est-ce que vous pouvez chacun, nous donner un conseil, qui pourrait être appliqué, relativement facilement, rapidement pour, justement, bah, le sujet dont on a parlé aujourd'hui, se préparer avant la haute saison? Chose qui est vraiment, actionnable par, la majorité des gestionnaires. Je vais y aller, je vais pas totalement répondre à ta question, Romain, je suis désolé. C'est pas un conseil qui est actionnable, concrètement, mais c'est plutôt de se poser une question et je pense que ça aurait eu sa place plus tôt dans l'échange, mais c'est de se dire: «OK, si je suis pas là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas?» Et effectivement, sur toutes les zones où ça fonctionne pas, où ça repose uniquement sur vous, et bah, c'est qu'il faut probablement travailler, et que c'est probablement quelque chose qui va être, en tension sur la haute saison, en tout cas qui sera à risque. Alors il y en a peut-être certains d'entre vous qui nous regardent et qui sont tout seuls parce qu'ils sont en début de création, mais moi j'irais plutôt sur ce côté-là de vraiment, bien préparer, structurer et effectivement quand c'est trop dépendant d'une seule personne, c'est que la structuration n'est pas forcément encore, optimale. Donc ce serait ça mon mot pour terminer l'échange. Pour un conseil actionnable,
pour, une personne qui travaille, avec ou sans outils, c'est de, je pense que travailler sur le process des signalements par les agents de ménage, c'est un point qui vous fera gagner énormément de temps et réduire énormément les litiges. Alors un conseil, mais je vais prendre le temps de le développer parce qu'il est important, ça s'inspire de la loi de Murphy. C'est de se dire que tout ce qui peut mal tourner va forcément mal tourner. Partant de ce principe-là, donc si on a vécu une saison, c'est ce que je disais, tout à l'heure, on reprend les pires situations qu'on ait pu vivre, les plus gros irritants et on voit comment on s'y reprépare. Mais si on n'en a jamais vécu, de pas avoir peur, en fait, de s'imaginer vraiment les pires scénarios possibles qui puissent arriver. S'ils se produisent pas, c'est pas grave. On aura pris 10 minutes avec soi-même, face à une feuille blanche et on les aura préparés et en fait, l'idée, c'est que le jour où on se retrouve face à une situation qu'on n'a jamais gérée de sa vie, parce que dans sa vie de hors conciergerie, c'est assez rare qu'on se retrouve à devoir évacuer une prostituée, à devoir, chasser une fête. Enfin, il y a des choses comme ça qu'on ne vit pas dans sa vie profane, j'ai envie de dire. Et ben de pas avoir peur, en fait, de l'anticiper un tout petit peu, de se dire: «OK, dans cette situation-là, j'imagine qu'on fait comme ça». Et puisqu'on est en 2026, tout le monde a au moins une version gratuite de ChatGPT. Et bah, tu dis à ChatGPT: «OK, si j'ai une prostituée dans mon logement, qu'est-ce que je fais?» Et au moins, tu as pris 30 secondes et tu t'es posé la question. Le jour où tu te retrouves avec ça, bah, tu es un peu moins désarmé parce qu'il y a un effet quand même quand on est gestionnaire, sur ces premières années, c'est l'effet de sidération par rapport à la variété des situations auxquelles on peut être confronté dans une seule et même journée. Et si on arrive à se libérer un peu de cet effet de sidération, on va gagner du temps sur la résolution du problème. Alors ça me fait penser à quelque chose, un j'ai failli te rebondir tout à l'heure là-dessus, et te poser la question, Jordan, et du coup, je vais te la poser maintenant parce que tu me retends la perche. J'ai échangé une fois avec une gestionnaire sur Marseille qui, a retrouvé un mort dans son appartement Ouais. et qui m'a dit, à ce moment-là, j'étais pas prête, j'avais pas de process pour ça et voilà, ma question c'est: est-ce que toi tu as un process déjà pour ça? Est-ce que tu as discuté avec ChatGPT de ça? Ouais, alors pas avec ChatGPT, mais Ouais, on l'a préparé. Ça fait partie OK. de. Je pense qu'il y a un tiercé quand même dans la conciergerie, hein, fête, prostitution, drogue. Nous, on a eu les nourrices de drogue à plusieurs reprises, mais la mort, c'est la dernière partie du quartier de JPA. Je touche du bois, mais on a un petit process qui est prévu sur ce qui se passerait, le cas échéant, et voilà. Je pense que c'est important en fait d'essayer de. Après, c'est peut-être ma déformation parce que je suis une formation juridique, donc j'ai de nature à vouloir tout mettre dans une petite case et l'anticiper. Mais je pense que c'est important d'avoir au moins une idée dans sa tête de où est-ce qu'on va, quoi. Il y a quelque chose qui m'a, enfin que j'ai vu revenir dans nos échanges plusieurs fois. Peut-être que du coup je vous réinviterai, en septembre-octobre, mais j'ai l'impression que on est en train de parler, on a parlé de la préparation de la haute saison et j'ai l'impression qu'il y a un énorme conseil qui revient, derrière tout ce qu'on s'est dit. C'est que finalement, peut-être qu'un des gros boulots de préparation de la haute saison, il se passe après la haute saison et c'est l'analyse de la haute saison justement et c'est, ce test and learn permanent de prendre le temps, d'analyser tous les avis voyageurs qu'on a eus, de prendre le feedback de ses équipes pour finalement, rectifier le tir et mieux préparer celle d'après. Donc, on se reverra peut-être, à ce moment-là. Te saisir ta perche et te dire un truc qu'on a fait cet hiver, qui était génial et que je reproduirai maintenant tout le temps. C'est qu'on a repris la liste de nos voyageurs de l'été dernier. Et en janvier-février, quand c'était calme et que je savais pas comment occuper tout le monde, on a rappelé une bonne partie de nos voyageurs, pas tous, mais une bonne partie d'entre eux pour leur demander, bah voilà, à froid, ça fait 6 mois que vous avez séjourné chez nous. Qu'est-ce que vous avez gardé comme trace de votre souvenir? Voilà. Et c'est intéressant. C'est très intéressant. Les retours vraiment à très 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 froid, avec des gens qui ont complètement oublié qu'ils ont séjourné chez toi, ce qui est plutôt la norme, et d'autres qui te disent, ah oui, il y avait ça, mais par contre, ça m'a saoulé. Ah, mais vous l'avez pas dit. Ah oui, mais si. Ça, c'est précieux aussi. Est-ce que les gens se concentrent sur le négatif ou est-ce que, le Ouais. positif reste tout aussi puissant? Non, le négatif ressort plus. Ouais, malheureusement. Et du coup, c'est intéressant. Mmh, Enfin, oui, oui. Ça dépend quel regard on prend, mais oui, ouais. Ça permet de s'améliorer. exactement. Messieurs, merci beaucoup, Merci à vous. d'avoir pris le temps pour, partager un peu toute cette expérience et tout ce savoir avec nous. J'espère que ça aura été, enrichissant, pour tout le monde. Bah, je pense qu'on peut tout simplement souhaiter Merci beaucoup. bon courage et une bonne saison à Jordan et à tous ceux qui vont effectivement accueillir des milliers de voyageurs cet été.
Bonne saison à tous et au plaisir effectivement, Romain, de se reparler en septembre-octobre pour faire le bilan. Super. Bonne saison. Merci, bonne saison. Merci. Merci à vous 3 et à bientôt pour un nouveau live.